La 5e édition de la Biennale Usimage, consacrée à la photographie industrielle, a choisi la thématique énergie et métallurgie. À travers un parcours d'exposition itinérante en extérieur sur le territoire de l'agglomération Creil-Sudoise, nous vous proposons de rencontrer une photographie et la voix de son auteur. Le temps d'1 minute, vous pourrez ainsi saisir la démarche de l'artiste et découvrir les clés pour la lecture de son travail. Sur cette photographie de 1929, un ouvrier prend la pose entre 2 pièces de métal destinées à une chaudière. Elles ont été placées sur des rails afin d'être acheminées plus rapidement vers leur destinataire, dont on ignore l'identité. Ce que l'on sait, c'est que ces fonds de chaudière ont été réalisés par une entreprise de métallurgie, la société Arbel, implantée à Douai, dans le Nord, et à Couzon, dans la Loire. La société Arbel, du nom de son fondateur, Lucien Arbel, est spécialisée dans la fabrication de wagons et de pièces de métallurgie massive, comme vous allez en contempler par dizaines dans cette exposition propriété des établissements Arbel. L'ensemble des photographies qui vous sont présentées proviennent de 2 albums photographiques qui ont été confiés aux Archives nationales du monde du travail par un descendant de la famille Arbel. Ces albums documentent une 30aine d'années de production dans les ateliers de l'usine de Douai, entre le milieu des années 1920 et la fin des années 1950. On y voit des ouvriers posés fièrement aux côtés de pièces métallurgiques dont les non-initiés peinent à identifier la nature. Pour la plupart, ces pièces sont destinées à l'industrie lourde, notamment pour le transport de charbon. La société Arbel a subi d'importants dégâts matériels durant la Première Guerre mondiale. Pour relancer son activité, elle a dû reconstruire et moderniser ses ateliers. Il est probable qu'elle ait fait appel à un photographe pour documenter ces nouveaux ateliers pleinement fonctionnels et qu'elle ait poursuivi cette démarche après les reconstructions liées à la Seconde Guerre mondiale afin de documenter et valoriser sa production auprès de ses clients. La présence de personnages sur les photographies d'équipements industriels a souvent pour objectif de donner une idée de leur échelle, mais donne également à voir la fierté des ouvriers qui les ont fabriqués et confère un peu d'humanité à ces archives techniques. Durant une année, j'ai arpenté les routes et les chemins du vaste réseau de l'hydroélectricité en Beaufortin. J'ai grimpé quelques hauteurs, exploré les moindres recoins des centrales. Plusieurs fois, il m'arriva de me retrouver seule avec ces forteresses tranquilles, en particulier sous un temps peu clément ou enneigé. Inlassablement, je parcourais les alpages alentours, où longeait la retenue d'eau, la voûte, à la recherche du meilleur point de vue. Seule avec ces ouvrages monumentaux sur des kilomètres à la ronde, j'ai noué une relation particulière, presque intime avec eux. Ici et là, une présence humaine, une activité liée au barrage nous questionne sur la dimension de ces ouvrages et leur représentation à l'échelle de ces paysages. Dans notre silence mutuel, je me suis imprégnée de leur présence impressionnante et sécurisante, de leur allure élégante de château fort d'altitude. Norilsk, jeudi 25 juin 1992. Visite de l'usine de cuivre. Nous faisons connaissance avec l'ingénieur en chef, copain de Yuri, 60 ans, alcoolo au dernier degré. Il nous fournit casque et masque à gaz. Nous pénétrons dans l'atelier de fonderie. Choc. Des fours alignés, énormes, hauts comme des immeubles de 7 étages. Des gueules de dragons géants, crachant du feu. Et puis l'odeur du soufre, tolérable pour le moment. En face des gueules de feu, d'énormes creusets qui recueillent la bave du monstre. À leurs pieds, quelques ouvriers avec des masques à gaz. On dirait des lilliputiens placés là, comme pour distraire un ogre. Je m'approche de l'un d'eux, un grand blond au visage un peu rond, rouge et transpirant, mais détendu. Peut-être que l'on se trompe, travailler en enfer, si l'enfer est magnifique, ça rend souriant. Le bruit est partout, énorme. Il faut se crier à l'oreille, le moindre murmure. J'ai l'impression que tout va exploser. Le vertige me prend, c'est le soufre. J'ai un goût de sang dans la bouche. Femme enroulée dans une feuille d'aluminium. Cette photographie, prise vers 1958, appartient à la collection photographique de l'Aluminium français dont l'IHA assure la conservation et la gestion. Elle est extraite de l'album Papier aluminium ménager, dont un certain nombre d'images ont servi d'illustration à la brochure culinaire Le secret des nouvelles recettes de Philomène, publiée par l'Aluminium français en 1959. L'image représente une femme allongée sur le sol, le corps enroulé dans un rouleau de feuilles d'aluminium de grande largeur.
On ne peut clairement dire si les couches de papier sont censées évoquer une robe bustier ou bien l'emballage d'une denrée alimentaire. La femme est souriante, visiblement amusée par la mise en scène. La photographie retient l'attention par sa qualité esthétique et son caractère décalé et peut amuser et ou consterner l'observateur contemporain. Elle est emblématique à plusieurs titres. Elle témoigne de la représentation de la femme dans la publicité dans les années 1950-1960. La femme est avant tout une ménagère. Elle illustre par ailleurs l'une des applications domestiques les plus populaires de l'aluminium, la feuille mince d'aluminium ou papier aluminium. La première feuille d'aluminium a été produite en 1911 pour emballer du chocolat de la marque Tobler. Elle est commercialisée à partir de 1920 pour un usage domestique et est introduite sous forme de rouleau pour la première fois en 1953. Le mystère de la soudeuse. L'aluminium français, cartel à l'origine des 5 sociétés de production de ce métal en France, dont le rôle a été à partir des années 1920 et jusqu'aux années 1980 d'en faire la promotion, décide la construction du centre technique de l'aluminium au début des années 1940. Les objectifs du centre sont multiples. Ils consistent dans la promotion de l'aluminium et de ses alliages, la recherche appliquée et la formation du personnel technique. Tout de briques rouges, sur le boulevard de Grenelle à Paris, ce sont les bas-reliefs en aluminium sculptés par Salvatore Riolo qui nous intéressent. Ces bas-reliefs représentent la fabrication et les différents usages de l'aluminium, et nous avons retrouvé dans le fonds photographique de l'aluminium français des images que nous supposons mises en scène, qui ont servi de modèle aux sculpteurs. La soudeuse en fait partie. Le mystère reste entier quant au fait que la jeune femme soit une ouvrière ou une mannequin. La photographie en elle-même est particulièrement remarquable d'un point de vue esthétique et d'une modernité certaine. Ce pourrait être une photographie contemporaine de mode, et c'est un peu notre mascotte à l'Institut. Voici une image tirée de la série du projet Forest Gardener, les jardiniers de la forêt, un reportage réalisé au Québec, Canada, entre 2016 et 2020, portant sur le cycle de l'herbe et les travailleurs forestiers. Cette image représente assez bien le sens même du projet. On y voit un homme, une machine et une forêt. Tout au long du cycle de l'arbre, de sa culture en pépinière jusqu'à sa plantation et à sa récolte, les machines sont omniprésentes, mais le rôle de l'homme aussi. La démarche de l'homme vers sa machine représente bien l'industrialisation qu'a connue la foresterie dans les dernières années. On peut y apercevoir également le paysage typique de la forêt boréale québécoise, avec la neige qui s'entasse sur les grands conifères et la froideur qu'on peut y ressentir. Cette forêt boréale, qui est une des plus grandes au monde, permet au Québec de couper plus de 30 millions de mètres cubes de bois chaque année, qui principalement serviront au bois d'œuvre. Cette photographie d'un arc électrique sur isolateur à 4 cloches est prise en 1914 par Jean Pasquereau, qui est un photographe lillois, actif de 1907 à 1948. Cette photographie fait partie en réalité d'une série de 7 vues d'arcs électriques réalisées dans le laboratoire de la verrerie de Font-Lambré, situé dans l'Aisne, à l'occasion de tests réalisés sur différents modèles d'isolateurs, pour lesquels elle obtient d'ailleurs plusieurs prix de renommée internationale. Ces isolateurs sont fixés au sommet des poteaux des lignes électriques qui empêchent le courant circulant dans les câbles de passer dans les pylônes. Ces dispositifs sont des pièces moulées en verre, testées à Font-Lambré dans un laboratoire équipé d'un transformateur, d'une puissance pouvant atteindre jusqu'à 350 000 volts. La photographie de Pasquereau possède, on le voit, d'abord une vocation publicitaire. Elle est destinée à faire connaître les performances de l'objet fabriqué et testé. Notre photographe, Jean Pasquereau, met ici tout son savoir-faire au service de la commande de la verrerie. En captant l'intensité du phénomène électrique, il rend compte de sa rigueur en fixant la présence de chaque filament au-delà du temps de l'expérience.
Notre regard contemporain, posé aujourd'hui sur cette image, n'interroge-t-il pas une nouvelle fois le statut même du photographe? Est-il artisan ou est-il artiste en réalité? L'entreprise, tout comme l'artiste, innove et cherche à se renouveler par l'invention de formes nouvelles pour le traduire et interpréter le monde. La résidence artistique Usimage permet la rencontre de ces deux univers et pour l'artiste en immersion de porter un regard sur le monde du travail. Au fil des années se crée une collection de photographies qui constitue une mémoire collective du tissu industriel de l'agglomération crailloise. Chez ArcelorMittal, Pauline Pastry s'est attachée aux à côté de la production industrielle en recherchant des compositions photographiques qui marquent les passages et traces de l'homme dans son environnement de travail. Ces photographies ont été réalisées avec l'envie de porter un regard différent sur ces objets du quotidien, sur les différents lieux de travail qui prennent une valeur esthétique inattendue. Ici, le travailleur se confronte à la matière en arrière-plan, objet fini ou rebut des bobines de métal produites. L'image devient un bas-relief qui rappelle des représentations de François Collard à la gloire de la force et du travail. Ce qui m'a tout de suite attiré le regard en commençant cette résidence en usine, c'est le fourmillement de détails. Chaque objet avait sa place, c'était très coloré. Et même chaque personne avait une place bien définie, déterminée. Chacun son espace dans cette fourmilière qui était souvent assez vide au final, il y avait peu de monde. Et ça m'a inspiré à un jeu plastique de formes et de couleurs. J'avais l'impression d'être dans une sorte de Lego géant. Ici, j'ai porté mon attention particulièrement sur les espaces de bureaux, qui n'étaient pas les espaces premiers auxquels j'aurais pensé dans des usines, mais leur aspect intemporel et froid, qui était moins marqué par les codes de l'usine, qui sont, on va dire, les grosses machines, la saleté, m'ont intéressé comme des sortes de nature morte et de tableaux presque sortis d'une autre époque. Par la fenêtre de certains bureaux, on aperçoit même l'usine, et j'ai un peu vu ça comme une sorte d'image dans l'image, de méta-tableau. Il y avait quelque chose de très neutre dans ces décors qui m'a plu. This image has been taken in Bergen, Germany. It was the end of the day and I had been walking around the town for a few hours when this view opened in front of my eyes. There were these three men working a sugar beet field and in the background a coal-fired power station standing like a 19th century trompe-l'œil of the Industrial Revolution. And the image is part of my project on social conflicts and dispossessions and environmental justice in the Rhine Valley, where the expansion of coal mines has caused the expropriation of thousands of people from their homes and the demolition of tens of villages. Activists and residents organize resistance movements trying to stop the work of the mine and its expansion. But political parties, including the Green, are determined to exploit coal, at least until 2030, against all odds to contain CO2 emissions. In the meantime, coal continues to get burned. In a recent study, coal-fired power plants have been identified as the largest source of mercury emissions, and 79% of vegetables grown around power plants exceed the basic food safety standards. According to WWF, the Niederaußen power station, the one in the image, is the second worst power station in Europe in terms of mercury emissions. J'ai réalisé cette image en 2007 dans le cadre d'une résidence mise en place par Diaphane sur le thème du patrimoine industriel du Vimeux. Mon projet était de photographier les sites industriels de nuit en les éclairant à l'aide de lampes torches colorées. Mais j'ai vite compris que la culture du travail s'exprime non seulement dans le paysage, mais aussi dans les gestes des ouvriers qui ont forgé ce patrimoine. Cette image a été réalisée dans l'obscurité de l'atelier. Plusieurs pauses longues ont été nécessaires pour enregistrer les mouvements des fondeurs que j'ai éclairés en rouge. Rouge comme le feu qu'ils manipulent, mais aussi rouge comme l'énergie qu'ils maîtrisent. L'atelier et les machines sont éclairés en bleu, couleur froide des éléments statiques. Quant aux produits fabriqués, ils sont éclairés en jaune d'or pour symboliser la valeur ajoutée par le travail. Avec la lumière, je me projette dans le monde pour aller au-delà des apparences.
Je cherche à comprendre en interprétant ce que je vois. C'est une ville qui s'appelle Minkush, au centre du Kirghizistan. Ça veut dire 1000 oiseaux en kirghize. C'est une ville qui était autrefois secrète, sous l'URSS, car elle servait à l'extraction d'uranium. Elle était protégée par un checkpoint à 100 km à la ronde. La ville comptait 20 000 habitants, et elle était assez riche grâce aux importations de Moscou. Mais depuis la chute de l'URSS, l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain, et la zone est hautement radioactive aujourd'hui. La ville ne compte plus que 3 000 habitants, et comme sur cette image que j'ai réalisée à la chambre photographique entre deux chutes de neige, les habitants se glissent comme des ombres entre les bâtiments décrépits, qui étaient autrefois joliment peints. Ce qui peut sembler extrêmement inquiétant se révèle pour moi d'une douceur assez rare, une certaine beauté fanée, comme un Eldorado déchu à l'authenticité brutale.